Bonjour. Titien influencera les artistes bien au-delà de Venise et du XVIe siècle. En fait, Titien c'est comme le Valpolicella. Tous les peintres y ont goûté au moins une fois, et il y a ceux qui en reprennent. La liste des artistes influencés par Titien serait bien trop longue à dresser ici, alors juste quelques cas parlants. Eugène Delacroix, qui devait tout à Véronèse, écrira dans son journal « Si l'on vivait jusqu'à 120 ans, on préférerait Titien à tout. » Parfaitement d'accord, même si je n'ai pas encore atteint cet âge canonique. En 1853, lorsqu'Édouard Manet voyage en Italie, c'est Titien qu'il copie. La copie, ça sert à l'apprentissage. Pourtant, le choix de copier tel ou tel peintre n'a rien d'anodin. Un artiste sélectionne des maîtres qui le fascinent ou l'édifient. Sans commentaire donc pour le choix de Manet. Il aura copié la Vénus d'Urbino ainsi que la Vierge au lapin, copie que vous pouvez voir maintenant à côté de l'original de Titien. Rubens, lui aussi, a beaucoup copié Titien. La Venise de Titien, c'est celle que nous avons évoquée pour Véronèse. Sauf que, Titien étant plus âgé de 30 ans, il aura connu la grande époque de la Sérénissime, avant son déclin économique et politique. Dans les années 1550 à Venise, il y a 3 artistes majeurs, Titien, le Tintoret et Véronèse. Pendant environ un quart de siècle, ils occuperont ensemble la scène artistique. Mais ça ne sera pas un long fleuve tranquille, la concurrence sera omniprésente. Il ne s'agira pas pour autant d'une rivalité destructrice. Au contraire, cette compétition engendrera une émulation qui apportera beaucoup à la peinture vénitienne. Il faut également tenir compte des relations personnelles entre les artistes. Titien l'aîné aura peu d'affinité pour Tintoret, tandis qu'il protégera Véronèse. À ces 3 artistes sur le devant de la scène s'ajoutent les Bassano, le père et ses 3 fils. On a donc une incroyable constellation de talents réunis au même moment, au même endroit. Et ça tombe bien, car Venise n'aime pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Les nombreuses commandes, qu'elles soient issues de l'église, de la ville ou de commanditaires privés, sont distribuées à tous ces artistes. Venons-en à présent au tableau que je souhaitais ardemment vous présenter. Il se trouve à moins de 5 mètres de la Joconde. Pourtant, peu sont ceux qui prennent le temps de l'admirer. J'espère par cette vidéo réparer ce que je considère comme une injustice. Commençons par quelques précisions d'ordre technique. Une particularité de ce tableau est qu'il a plusieurs titres. Rappelons que ce sont les directeurs de musée, les commissaires d'exposition ou les historiens d'art qui ont commencé au XVIIIe siècle à donner des titres au tableau. Avant, ils étaient simplement nommés d'après la commande. Utilisons le titre du Louvre. Le format est presque à taille 1. Cette échelle est la base même de l'exercice du trompe-l'œil. C'est la raison pour laquelle la femme au miroir nous paraît si réelle. Le tableau a été réalisé à une date bien connue des Français, 1515. Il s'agit de la victoire de François Ier à Marignan, une ville près de Milan. D'ailleurs, pour cette bataille, François Ier avait les Vénitiens comme alliés. Titien a alors environ 25 ans, une œuvre de jeunesse donc. C'est un artiste qui utilise les techniques modernes, puisque le tableau est réalisé à l'huile sur toile et non plus à tempéra sur bois. Le tableau n'a pas toujours été au Louvre. Il a presque eu le même destin que la mort de la Vierge de Caravage. Lui aussi se trouvait dans la collection des ducs de Mantoue. La famille ducale fait faillite et vend sa collection. C'est ainsi qu'en 1628, le tableau devient propriété du roi Charles Ier d'Angleterre. Après qu'il ait été décapité, Cromwell vend sa collection pour renflouer les caisses du pays. Ensuite, c'est le banquier Everard Jabbar qui le possède, puis il le cède à Louis XIV. La Révolution française opère le dernier transfert du tableau au Louvre. Faisons un rapide historique de l'évolution du portrait. Pour les premiers portraits, les peintres italiens se sont inspirés des pièces de Monet, d'où les profils. Dans les années 1450, ça change. Antonello, originaire de Messine, étudie à Naples, où l'on trouve une grande concentration d'artistes flamands. C'est de là qu'il rapporte le portrait de 3/4, que l'on appelait le portrait à 2 yeux. Il développe également l'utilisation de l'huile. Longtemps, les portraits sont restés inexpressifs. C'est Giovanni Bellini qui rompt avec cette tradition. Il s'efforce de saisir le naturel de son modèle. Avec Giorgione, vous vous souvenez, le collaborateur de Titien, le portrait gagne en expressivité et surtout en intimité. Titien emprunte la voie tracée. Il poursuit l'innovation du portrait en y ajoutant la recherche de la vérité psychologique de son modèle. Titien mettra davantage l'accent sur le visage et les mains du personnage que sur les multiples attributs qui servaient à l'identifier. Avec toutes ces informations en tête, nous allons pouvoir regarder attentivement notre femme en miroir et en apprendre davantage sur elle. Je vous révélerai même ses recettes de beauté. Alors rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.